Est-ce que vous savez ce qu'a dit Hippocrate il y a 10 siècles de cela? C'est une citation. La maladie, c'est un peu comme la guerre. Il est essentiel de comprendre le terrain sur lequel on se trouve avant de décider comment combattre. Ça vaut le cas pour vos patients que vous allez prendre en charge. Il faut avoir une stratégie, une ligne conductrice pour savoir où vous allez. D'où l'intérêt de cette présentation et notamment de cette pathologie qu'on est en train d'étudier, le cancer de la prostate. Dès que vous avez diagnostiqué le cancer chez votre patient, vous allez procéder à la classification, à la stadification de votre patient, on parle bien d'un patient et non pas d'une maladie, pour guider la suite et dicter la conduite à tenir ultérieure. Donc, je suis docteur Yassine Ouaneh, j'exerce au service d'urologie de l'hôpital Larabta de Tunis et je remercie le Collège national d'urologie, Dr Mehdi Jaiden, de m'avoir invité, de m'avoir confié la présentation la plus difficile parce qu'elle vient avant le déjeuner. Donc, nous allons commencer tout de suite avec cette présentation intitulée « Classification et bilan d'extension du cancer de la prostate ». Donc, vous avez votre patient chez qui vous avez émis votre hypothèse diagnostique de cancer de la prostate en vous basant sur la clinique et surtout le toucher rectal, mais aussi le taux de PSA et, bien évidemment, si vous disposez de l'imagerie. Suite à cela, on parle toujours d'une hypothèse diagnostique car la confirmation est histologique. Et on parle de cancer qu'après avoir confirmé par l'ANAPAT. Maintenant, la question qui se pose, que faut-il faire? Eh bien, la question est très simple. C'est le même cours qu'on apprend aux externes que pour les candidats qui vont passer le RISANA, aux résidents et aux spécialistes en urologie. Il faut faire la stadification, la classification de cette pathologie pour dicter la conduite à tenir qui va suivre. Donc, l'objectif d'un système de classification des tumeurs est de regrouper les patients présentant des résultats cliniques similaires. Pourquoi? Donc, cela permet d'engager des discussions sur le pronostic avec le patient. Le pronostic, le patient, c'est une des premières questions que le patient ou la famille va vous poser. De concevoir des essais cliniques sur des populations relativement homogènes. La recherche, pour avancer, pour varier, de comparer les données cliniques et pathologiques obtenues dans différents hôpitaux à travers le monde pour pouvoir avancer. Mais surtout, c'est de formuler des recommandations pour le traitement de ces populations de patients qu'on va voir tout à l'heure. Donc, vous avez devant vous votre patient, vous avez fait votre diagnostic et vous avez confirmé votre diagnostic de cancer de la prostate. Première étape dans votre démarche intellectuelle clinique, c'est la stadification, tout d'abord par la classification TNM, que vous devez connaître, que nous devons tous connaître. Donc T, bien évidemment, c'est la tumeur. T0, il n'y a pas de tumeur, mais T1, c'est une tumeur qui est ni palpable au toucher rectal, ni visible en imagerie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois situations. T1A, c'est une tumeur occupant moins de 5% des copeaux de résection en endoscopie, avec un score ISUP1. T1B, c'est une tumeur occupant plus de 5% des copeaux de résection ou un score ISUP supérieur ou égal à 2. Et T1C, c'est une tumeur découverte sur les biopsies prostatiques faites après avoir réalisé un PSA qui est revenu pathologique ou élevé. Donc, pour faire la part des choses, il y a deux situations cliniques. Vous avez votre patient qui est suivi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, chez qui une indication d'une résection endoscopique a été faite. À l'ANAPAT, on vous répond qu'il y a du cancer. Donc, c'est soit du T1, A ou B, selon le pourcentage. Deuxième situation clinique. Votre patient a un taux de PSA qui est pathologique, qui est élevé. Des biopsies prostatiques ont été indiquées et ont été réalisées, et on va découvrir du cancer sur ces biopsies. Et cela correspond à la situation T1C. Donc procédons, suivez l'image. T2, c'est une tumeur limitée à la prostate. T2, tumeur atteignant la moitié d'un lobe au moins. T2B, tumeur atteignant plus de la moitié d'un lobe, mais sans atteindre les deux lobes. T2C, tumeur atteignant les deux lobes, quelle que soit sa taille. T3, c'est une extension au-delà de la prostate, avec T3A, une extension extra-prostatique, et T3B, une extension aux vésicules séminales. T4, c'est une tumeur fixée ou atteignant d'autres structures que les vésicules séminales.
au toucher rectal, on parle de, le mot dans notre jargon, c'est le blindage. Bien évidemment, N représente les ganglions. N0, il n'y a pas de ganglion. N1, c'est l'atteinte ganglionnaire régionale. Les ganglions régionaux, ce sont les ganglions qui sont près de la glande ou les artères qui irriguent la glande. Et l'air, c'est l'air qu'on enlève, les ganglions qu'on enlève lors du curage ilio-obturateur et iliaque. Ce n'est pas au-delà de la bifurcation. C'est ce qu'on fait, grosso modo, dans le curage. C'est ce qu'on appelle les ganglions régionaux. M pour métastase. M0, c'est l'absence de métastase. Et M1, c'est la présence de métastase. MAA, c'est l'atteinte des ganglions non régionaux. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas proche de la prostate et de l'aire où on fait notre curage, c'est au-delà. C'est plus en amont de la bifurcation iliaque. M1B, c'est l'atteinte de l'os. M1C, c'est une autre atteinte, autre que l'atteinte osseuse. Nous avons procédé à notre première étape, classification de TNM dans vos têtes. La deuxième étape, c'est laquelle? C'est la stadification selon la classification de D'Amico. Qu'il faut connaître. Le faible risque, c'est un PSA inférieur ou égal à 10 nanogrammes millilitres et un score ISUP 1 et un stade clinique T1C ou T2A. Intermédiaire, PSA 10-20 ou score ISUP 2 ou 3 ou stade clinique T2B. Risque élevé, PSA au-delà de 20 ou score ISUP supérieur à 3 ou stade clinique T2C. Bon, est-ce que c'est la plus utilisée? Ça, c'est un fait. Mais est-ce que c'est la meilleure classification? Sûrement, car elle a permis de faire d'autres classifications et toutes dérivent de cette classification initiale. Donc c'est M. D'Amico. La référence, l'article, le premier article en fait, publié sur PubMed, il date de 1998 et après, de nombreuses études, méta-analyses, revues systématiques de la littérature ont été faites depuis ce nom et jusqu'à maintenant. La classification qu'on utilise et qui est recommandée et qu'on utilise dans notre pratique courante, c'est celle de l'AU et qui est un dérivé de la stadification de D'Amico. Elle dérive de cette classification. Qu'est-ce qui change? Tout d'abord, on parle de cancer de la prostate localisé. On est en train de classer le localisé, dans le localisé, que ce soit le bas risque, intermédiaire ou haut risque. Et qu'est-ce qui varie? C'est la notion de cancer de prostate localement avancé, qui est défini par, pour n'importe quel taux de PSA et pour n'importe quel grade ISUP, c'est un stade clinique T3 ou T4, ou l'envahissement de ganglions, ou N+. Donc, cette classification TNM est une représentation, enfin, schématique de l'étendue anatomique de la tumeur. Vous êtes devant votre patient et vous raisonnez et vous imaginez ces nodules cancéreux dans votre tête. Vous imaginez un peu l'anatomie. C'est ça, la classification TNM. Le grade pathologique de la tumeur reflète les caractéristiques intrinsèques de son agressivité. Comme a dit notre collègue anatome-pathologiste, c'est en quelque sorte, entre guillemets, la méchanceté, l'agressivité de ces contingents tumoraux. La classification des groupes de risque de l'EAU, essentiellement basée sur le système de classification de D'Amico, pour le cancer de la prostate, combine des informations cliniques sur l'étendue de la tumeur, le PSA, la biologie donc, et la pathologie. Les lignes directrices du National Cancer Center Network américain subdivisent la maladie à risque intermédiaire en favorable et défavorable. Pour le risque intermédiaire, on a deux sous-groupes avec des caractéristiques défavorables comprenant le grade ISUP3 et ou plus de 50% de biopsies positives et ou au moins deux facteurs de risque intermédiaire. Car, comme on l'a vu pour l'exemple de tout à l'heure, l'intermédiaire favorable où c'est un glycine 4+3, il y a 3 fois plus de mortalité que le 3+4. Cependant, à ce jour, la meilleure stratification et le traitement optimal restent controversés, bien évidemment. D'où l'intérêt de faire des études et de consulter régulièrement ces études. Pour les recommandations européennes des différentes sociétés savantes qui s'intéressent à cette pathologie, au cancer de la prostate, il faut faire référence et utiliser la classification TNM pour le grading, le staging du cancer de la prostate. Cela va de soi. Pour répondre à ta question tout à l'heure, la classification TNM est une classification clinique qui se base sur les données du toucher rectal. Si tu as une imagerie faite fortuitement ou une autre imagerie pour n'importe quelle raison, il faut la laisser de côté. C'est une classification qui se base sur la clinique. Bien évidemment, pour le grading histologique, c'est le grading ISUP qu'il faut utiliser.
Et pour la classification du risque, c'est la classification qu'on a vue de l'EAU. Le localisé, bas risque, intermédiaire, haut risque et localement avancé. La question qui se pose, y a-t-il d'autres classifications meilleures que celle-ci qu'on a vue? Alors, je vous invite à lire cette très intéressante étude. C'est une étude de cohorte avec une revue de la systémique de la littérature extraordinaire, que je trouve, où elle a comparé les différents nomogrammes et scores. Certains de ces scores vont dériver de la classification de D'Amico, comme le grading de l'EAU qu'on a vu, comme celle de l'AEA, et il y a d'autres nouveaux scores. Et suivez ces lignes qui représentent, en haut, ça représente le score MSKCC, le CAPRA et le CPG américain. En bas, D'Amico, EAU, qui sont des dérivés de la classification de D'Amico. Donc, la conclusion, c'est que les nomogrammes du MSKCC, suivis du score CAPRA et du système de regroupement des risques du CPG, se sont révélés plus efficaces que les outils standards dérivés de D'Amico et sont faciles à utiliser en pratique clinique. Donc, à vos téléphones et à vos ordinateurs pour mettre plus d'informations dans vos dossiers, vos observations médicales pour vos patients, pour pouvoir faire de la recherche ou vos thèses. J'ai pris un exemple. Par exemple, c'est moi, j'utilise ces deux-là régulièrement dans le staff. Je vous donne un petit exemple. Patient de 70 ans qui a un stade clinique T2C classé N0M0. Il a un adénocarcinome Gleason 4+3 avec 6 carottes positives sur 12 et un score de PSA à 15. Lorsqu'on applique ces données, on entre dans le site internet MSKCC, on applique toutes ces données, on a une espérance de vie à 15 ans estimée à 73%. C'est le score MSKCC. Il y a des études qui disent que le score STARCAP est un peu plus précis, il est un peu meilleur que le MSKCC. Qu'est-ce qu'il dit? À 15 ans, la probabilité de décès spécifique par cancer de la prostate, elle est de 18,5%. C'est l'inverse, la survie et la mortalité. C'est à peu près les mêmes chiffres. Le MSKCC, il va vous donner d'autres informations très intéressantes. Ce cancer de la prostate a 14% de chances qu'il soit confiné, qu'il soit localisé, que ça ne dépasse pas la capsule. Extension extracapsulaire, 84%. Le risque d'envahissement nodulaire ou ganglionnaire, 36%. Et le risque d'envahissement des vésicules séminales, 36%. C'est très utile, plus que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce que l'IRM, comme l'a dit Dr Martouk, elle est d'introduction récente. Et l'expérience de nos radiologues n'est pas formidable. Et franchement, moi je trouve qu'il y a des radiologues qui sont spécialisés dans l'IRM prostatique qui sont meilleurs que d'autres. Parfois, on se retrouve dans des situations où le radiologue est très rassurant, tout est bien, ça va bien, il n'y a pas de franchissement, et en péropératoire, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a vu sur l'IRM. Et si, rétrospectivement, vous appliquez ces données, vous allez trouver que le pourcentage de dépassement de la capsule ou de localement avancé ou des vésicules, il est très élevé. Donc, ces situations-là, lorsque vous n'avez pas d'IRM pour une raison quelconque, pour des raisons économiques, pour ne pas laisser traîner votre patient, etc., ça peut aider. Donc, récapitulons un peu. Votre patient chez qui vous avez porté le diagnostic de cancer de la prostate. Vous devez réaliser la classification du risque de ce cancer de la prostate chez votre patient. Pourquoi? Pour pouvoir procéder au bilan d'extension qui lui-même va affiner, va préciser cette classification afin de traiter et de proposer la conduite à tenir adaptée. Donc le bilan d'extension qu'il vous réalisez, lorsque c'est un faible risque, il faut faire l'IRM prostatique et pelvienne. Lorsque c'est un risque intermédiaire, il faut adjoindre, si ISUP3, la tomoscintigraphie osseuse avec acquisition tomoscintigraphie couplée à la TDM, entre guillemets, c'est la scinti osseuse. Pour le haut risque, il faut ajouter le scanner thoraco-abdominopelvien. Ça, c'est le bilan d'extension recommandé qu'il faut faire pour nos patients en pratique courante. Venons-en aux recommandations de l'AFU, de la Société française. Il n'y a pas de doute, c'est une recommandation forte. Le bilan standard, c'est celui qu'on a vu. Maintenant, c'est pour ça que je vous demande de lire attentivement les recommandations. Il faut faire attention et garder le frein à main près de vous. Pourquoi?
il dit que le bilan optionnel, l'imagerie, TEP-TDM, c'est la tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie, la TEP-TDM, le TEP-scan, peut s'envisager pour le bilan d'extension. Mais c'est un grade faible. Et là, dans les séminaires, dans les congrès, on en parle de plus en plus. Que disent encore ces recommandations? Et là, c'est un grade fort. La TEP-TDM au PSMA est supérieure à la scintigraphie de l'os, avec acquisition TDM, associée au scanner thoraco-abdominopelvien pour la détection des métastases ganglionnaires et à distance. L'impact bénéfique de son utilisation sur les résultats oncologiques n'est pas démontré. C'est une recommandation forte. Alors, il faut le prescrire, il faut le faire pour nos patients, oui ou non? La recommandation forte, c'est par rapport au fait que la TEP-TDM est supérieure pour certains patients, pour certains cancers, au couple SINTI-OS-scanner. Ça va de soi, c'est un examen plus performant, plus avancé. En termes de précision, les études ont dit que c'est un peu plus précis, plus performant, mais ils n'ont pas dit de le réaliser systématiquement, c'est en optionnel. Venons-en aux recommandations de la Société européenne qui sont calquées des recommandations américaines et toutes les autres recommandations. Pour le localisé de haut risque et pour le localement avancé. Le bilan recommandé standard, c'est celui qu'on a vu lors de la plaque précédente pour la scintigraphie de l'os et le scanner thoraco-abdominopelvien. Lisez maintenant la dernière recommandation. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais la traduire. Elle dit « Soyez attentifs à l'absence de données sur les résultats des modifications ultérieures de traitement. » Elle nous dit d'être attentif. Attentif à quoi? Eh bien, au fait, avant de répondre à cette question, je dois définir. Définition, qu'est-ce que ça veut dire un cancer de la prostate métastatique, de stade M1? On dit qu'un cancer de la prostate est classé métastatique en se basant sur le bilan standard qui est la TDM ou l'IRM en cas de contre-indication et la scintigraphie de l'os. C'est le bilan standard pour dire mais est-ce qu'il y a des métastases ou pas. L'influence sur le traitement et les résultats des nouvelles modalités d'imagerie comme la TEP-TDM, plus précise, n'a pas encore été évaluée. Des études sont en cours actuellement et dans le futur pour répondre où est la place de la TEP-TDM dans tout ceci. Donc la généralisation des imageries TEP-TDM dans le bilan d'extension au diagnostic et à la récidive risque d'augmenter le nombre de patients présentant un stade métastatique, mais avec une charge tumorale faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre patient, vous avez fait, qui a un cancer de haut risque par exemple, vous avez fait votre bilan d'extension, SINTI-OS, scanner, et c'est négatif. Et il dispose d'une TEP-TDM qui est positive. Donc il est considéré comme ayant des métastases, mais de faible volume tumoral. Et là, c'est une autre classification d'une autre pathologie qui est le cancer de prostate métastatique. Les patients présentant un bilan conventionnel, sans anomalie, mais étant métastatiques uniquement à la TEP-TDM, à la fluorocholine ou au ligand radiomarqué du PSMA, peuvent être considérés à faible volume tumoral. Donc venons-en aux conclusions. Utiliser la classification TNM pour déterminer le stade du cancer de la prostate. Le stade clinique est basé sur le toucher rectal. Pour la gradation du cancer de la prostate, suivez le système de classification ISUP de 2019, mais connaissez la classification de Gleason et faites des correspondances. En ce qui concerne le sous-groupage pronostique des patients, référez-vous à la stratification des groupes de risque de l'EAU. Donc le bilan d'extension repose sur l'IRM pelvienne et prostatique, la scintigraphie de l'os si c'est un risque intermédiaire avec un grade ISUP 3, et le scanner thoraco-abdominal si c'est un haut risque. Pour le traitement, donc le traitement ne devrait pas être modifié, il ne faut pas bouleverser la stratégie en fonction des résultats de la TEP-TDM compte tenu des données actuellement disponibles. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence. Donc c'est clair. Je pense que maintenant nos résidents savent ce qu'ils doivent demander ou ne pas demander en matière de bilan d'extension et de peut-être résister un peu à cet attrait de la pléthore de nouveaux examens qu'on nous vend, mais qui probablement ne changent pas la conduite à tenir ultérieure. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question? Non,
c'est plutôt une remarque. Merci beaucoup, Dr. Wannes. En fait, par rapport au PET-FDG, parce qu'il y a deux types de PET, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a deux types de PET. Il y a PET-FDG, je ne suis pas médecin nucléaire, mais en gros, c'est ça. PET-FDG, c'est avec le sucre marqué. C'est vrai que ça ne marche pas dans les cancers de la prostate. Par contre, quand vous avez des cancers de la prostate qui sont hautement prolifératifs, donc j'entends par là un Gleason 10 ou un carcinome neuroendocrine, on pourrait des fois le discuter dans le cadre de bilan d'extraction, surtout quand on a des doutes sur le scanner ou la scintigraphie osseuse. Et surtout, c'est plus fiable un peu en matière de métastase osseuse. Pour le PET-PSMA, bon, la première, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, puisqu'on va avoir le PET-PSMA très prochainement disponible en Tunisie. Et secondairement, l'intérêt du PET-PSMA sur l'attitude thérapeutique ultérieure, on ne sait pas trop ce qu'on fait pour l'instant de ces métastases qu'on découvre, qui sont finalement des très oligométastatiques, c'est-à-dire on a du mal à imaginer un scanner scintille positif et on va trouver un PET-PSMA un super scan, comme on dit, à la scintigraphie osseuse. Donc finalement, ce qu'on va découvrir au PET-PSMA, c'est vraiment 2-3 petites lésions. Il y a des essais en cours. Ça ne change pas sur le plan traitement loco-régional. Par contre, ce qu'on va faire au niveau de ces métastases qui sont finalement au nombre de 1, 2 ou 3, c'est le traitement loco-régional de ces métastases, à savoir peut-être une chirurgie, peut-être une stéréotaxie, surtout la stéréotaxie. Ça, je pense, c'est l'avenir. Mais est-ce que ça a un impact sur la survie globale? Je pense qu'il va falloir attendre les essais qui sont en cours pour savoir un peu l'intérêt sur le plan thérapeutique de ce PET-PSMA. Voilà. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on peut clôturer cette session et passer à la pause déjeuner qui sera d'1 heure.